Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette 5e journée régionale sur l'autisme. Il m'a été impossible de vous rejoindre physiquement pour cette réunion pour des raisons d'emploi du temps qui s'est compliqué. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer la conférence dans les mêmes conditions que celles que je vous aurais faites en vrai. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce contretemps. Je remercie beaucoup l'équipe d'organisation de cette journée qui m'a vraiment facilité les choses au maximum. Et je suis heureuse de commencer cette matinée sur l'évaluation pour repérer, pour dépister, pour diagnostiquer, en vous entretenant pendant une vingtaine de minutes sur l'apport de la recherche pour les pratiques professionnelles dans ce domaine. Donc, comme vous l'avez compris, je suis médecin, je suis professeur et j'ai dirigé le service de Tours et l'équipe de recherche pendant une vingtaine d'années. Nous avons toujours travaillé en collaboration avec les cliniciens et les praticiens de terrain et nous avons eu la chance aussi de bénéficier du soutien et de l'aide, on va dire, pour la recherche des familles dans le cadre notamment des associations nationales et de la RAPI en particulier. Donc, tout d'abord, l'actualité de la définition de l'autisme. Vous savez que depuis mai 2013 est sortie la version américaine de ce qu'on appelle la définition des maladies, en particulier au chapitre de l'autisme. Et cette définition regroupe un certain nombre de critères qui vont permettre de reconnaître de manière fiable l'autisme à l'âge, on va dire, de 2-3 ans. Et ces critères ressemblent de manière tout à fait remarquable à ceux qui avaient été décrits par Léo Kanner en 1943. Autrement dit, cette description qui définit ce qu'on appelle l'isolement social, le fait que l'enfant soit dans son monde, un petit peu dans sa bulle, comme on dit, et qu'il ait un attachement insurmontable à ses petites habitudes, à ses idées, à ses intérêts particuliers, eh bien, se retrouve dans cette nouvelle classification. Et ces critères permettent de se mettre tout à fait d'accord sur, au niveau international, dans les différentes équipes qu'on se trouve bien entendu en France, en Europe, mais aussi au Japon, en Chine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Tout le monde est d'accord sur ces critères diagnostiques, de sorte que dans les années qui viennent, nous aurons, grâce à l'Organisation mondiale de la santé, des nouveaux critères dans les livrets des enfants pour la définition diagnostique et la rédaction du certificat médical qui va ouvrir les droits pour les services spécifiques. Donc, l'orientation, on va dire, mondiale des recherches, elle se fait pour non seulement, bien entendu, conforter, préciser le diagnostic à l'âge de 3 ans, mais surtout pour le détecter avant, c'est-à-dire au plus vite. Et pourquoi? Parce que on sait que chez l'enfant, les possibilités d'apprentissage, d'évolution sont d'autant plus grandes qu'il est plus jeune. On sait qu'on peut faire des progrès toute la vie. C'est vrai qu'on ait 5 ans, qu'on ait 18 ans, qu'on ait 50 ans, qu'on en ait 80, finalement, on apprend toujours des choses. Mais c'est vrai que dans la période 0-2 ans, on le verra tout à l'heure, les apprentissages, les acquisitions se font à très très grande vitesse.
Et par conséquent, l'hypothèse est que si on détecte l'autisme et les troubles qui le définissent le plus tôt possible dans la vie, eh bien, on pourra espérer récupérer une trajectoire de développement qui se rapproche de plus en plus du développement ordinaire, du développement normal. Et puis l'autre chose, c'est que l'autisme, on le sait maintenant, et ça c'est très important, est un trouble du neurodéveloppement, et en particulier de réseaux à l'intérieur du cerveau. Et ces réseaux sont d'autant plus malléables, là encore, que l'enfant est jeune. Ce qui veut dire que la connaissance du fonctionnement de ces réseaux à l'âge adulte est, on peut dire, imparfaite pour connaître exactement ce qui ne marche pas bien chez tout petit enfant. Donc les chercheurs veulent absolument savoir comment se développe le cerveau ordinaire des enfants et puis surtout quelles sont les déviations par rapport à ce développement du cerveau ordinaire dès le plus jeune âge chez un petit qui, à l'âge de 3 ans, sera considéré comme étant porteur d'autisme. Alors nous allons procéder en 3 parties. La première, c'est les progrès qui ont été faits et les ouvertures possibles à des technologies cliniques de repérage, des petits signes qui sont sans doute des précurseurs, ce qu'on appelle des marqueurs, entre guillemets, de ce que sera l'autisme à l'âge de 3 ans. Et puis ensuite, nous verrons les réseaux cérébraux, on va aller à l'intérieur du cerveau et on va regarder quelles sont les correspondances entre le fonctionnement de certaines parties du cerveau, de certains carrefours qui sont très très importants, et même quelles sont les substances chimiques peut-être qui sont concernées et qui pourraient être des pistes, offrir des pistes futures pour des médicaments de l'autisme. Et puis enfin, on verra quels sont les effets des interventions précoces sur ce cerveau qui est en développement, en évolution, et comment on peut déjà imaginer un peu le réparer. Alors, tout d'abord, les marqueurs précoces. Les mamans nous avaient toujours dit, depuis qu'on connaît l'autisme et qu'on s'entretient avec les mamans, que ça n'est pas à l'âge de 3 ans que les choses s'étaient gâtées, c'était dès la naissance ou dans les premiers mois de vie que cet enfant était un petit peu particulier, ce bébé, il était un peu inattentif, son regard était un peu planant, on aurait dit qu'il était sourd, il était un peu mou dans les bras, au contraire il se raidissait, il semblait souffrir quand on le caressait, comme de manière curieuse, si le contact cutané était presque douloureux, et puis ne tendait pas les bras pour être pris dans le berceau. Donc les progrès de la clinique ont été formidables. Vous savez, il y a eu beaucoup de psychologues qui se sont intéressés, de médecins, en regardant les films familiaux et qui ont détecté que c'était bien avant 3 ans que le petit bébé avait une motricité, un contact oculaire, des orientations, ce qu'on va dire des vocalisations très particulières. Bien, tout ça donne lieu à des recherches dont les résultats sont résumés sur ces piles, vous voyez, jaunes et vertes. Eh bien, ces piles jaunes et vertes, elles résument, dans le petit cercle rouge, que des petits bébés de 15 mois, quand ils sont autistes, vous voyez, c'est la pile verte, eh bien, ils passent beaucoup moins de temps sur les yeux de la maman qu'ils regardent sur un écran de télévision que des bébés ordinaires, c'est la colonne jaune qui est beaucoup plus haute, des bébés ordinaires qui sont aussi installés dans un petit siège bébé, vous voyez, et qui regardent leur maman. Donc ce temps de fixation visuelle, cette orientation visuelle vers un visage familier, qui est généralement celui de la maman qu'on choisit à cet âge de la vie, ça pourrait être le papa, hein, mais c'est très important de voir que cet appétit social d'orientation du bébé
vers le visage de la maman, eh bien, il est très différent déjà dès l'âge de 15 mois. Et on va voir que les recherches qui sont parues en 2013, vraiment c'est fin 2013 que sont parus ces résultats, qui ont été obtenus par des chercheurs américains qu'on connaît bien, qui sont vraiment des excellents cliniciens de l'autisme et qui ont montré que cette incapacité à orienter le regard du bébé qui va être plus tard autisme vers le visage familier, vers la zone très importante des yeux, eh bien cette différence, cette capacité, elle est déjà très différente chez des petits-enfants qui ont 4 mois. Donc les courbes bleues, vous voyez, montrent que dès la naissance et puis au cours des premiers mois de vie jusqu'à 2 ans, les enfants ordinaires ont une bonne fixation du visage, alors que chez les bébés avec autisme, eh bien, dès la naissance, il y a une diminution de cette capacité, une diminution significative qui est particulièrement marquée à l'âge de 4 mois. Donc ce qui est vrai pour le regard est vrai aussi pour la voix, les échanges vocaux. C'est-à-dire que le bébé ordinaire, quand il va bien, ben, il est très content d'être avec sa maman qui lui parle sa langue, comme on dit, le mamanais, c'est la langue de maman. La maman qui invite son bébé, qui l'encourage, comment ça va, est-ce que tu as bien fait dodo, est-ce que tu as bien mangé, comment ça va mon bébé? Eh bien le bébé se cale et il répond à sa maman, c'est-à-dire qu'il place, bien entendu, c'est pas des mots, c'est des petits bruits, c'est des petites vocalisations très sympathiques et qui constituent un dialogue avec la maman. Et chez les bébés qui vont être plus tard considérés comme avec autisme, eh bien ces bébés, ils ne s'installent pas dans ce qu'on appelle un dialogue synchronisé avec la maman. Et ça, c'est possible de le mesurer à partir de films, à partir d'enregistrements avec des bébés que l'on compare dès le plus jeune âge, tout au cours de la trajectoire. Et on calcule, il y a des calculateurs électroniques, vous savez, des ordinateurs, des superordinateurs qui mesurent les synchronisations de la voix du bébé et de la maman. Et ceci, c'est synchronisation visuelle, synchronisation vocale et synchronisation gestuelle. Il est aussi possible de faire des mesures très très fines de ce qu'on appellera l'accordage moteur du bébé avec sa maman. Et quand on fait les calculs de tous ces paramètres, la vue, le dialogue vocal et le dialogue gestuel, eh bien on obtient ces courbes, vous voyez, qui sont très révélatrices du fait que comparativement à des enfants ordinaires et des enfants qui vont avoir une déficience intellectuelle mais sans autisme, c'est la courbe rouge, vous voyez, qui est horizontale. Eh bien la courbe bleue marque que chez l'enfant avec autisme, dès le premier, deuxième et troisième semestre de la vie, il va y avoir une descente de ces synchronisations, autrement dit, quelque part, ce qu'on appelle les synchronisations intermodales, motrices, visuelles, vocales, se perdent progressivement très très vite chez le bébé qui va avoir de l'autisme, et cela bien que, malgré que la maman fasse tous les efforts pour entraîner son bébé, essayer de l'attraper dans cette synchronisation qu'on appelle réciproque. Vraiment, c'est de manière quelque part un peu irrémédiable. Alors, pourquoi le diagnostic ne se fait-il pas dès les 6 premiers mois? Eh bien parce que ces résultats sont des résultats de la recherche et que dans la consultation clinique habituelle, ces petits signes, ils peuvent passer inaperçus. Autrement dit, il est très important que les équipes cliniques qui reçoivent des bébés qui sont à risque ou des bébés ordinaires dont on doit assurer le suivi
de manière très précise, eh bien, ces équipes cliniques soient entraînées sur la détection de ces marqueurs le plus vite possible. Parce que dès l'âge de 2 ans, vous voyez, dès l'âge de 2 ans, l'enfant avec autisme, c'est la carte bleue, a des capacités dans le domaine de l'interaction sociale, de la communication, de tout simplement la relation affective, émotionnelle avec l'autre, qui sont très différents et qui sont, on va dire, au détriment de ce qu'ils peuvent faire avec des objets. Vous voyez les cartes roses qui représentent des bébés ordinaires de 6 mois, on va dire, de 6 mois à 24 mois, montrent qu'il y a une croissance formidable. La surface de la carte des capacités, elle croît très très vite. Et puis surtout, elle est régulière, elle est harmonieuse. Alors que chez un bébé avec autisme, non seulement la croissance est différente, elle est moins forte dans certains secteurs, et surtout, il y a des irrégularités. C'est-à-dire que les enfants avec autisme sont bien meilleurs dans ce qu'on appelle la relation spatiale, le moyen but, l'utilisation des objets, alors qu'avec les personnes, eh bien, ces synchronisations sociales qu'on a vues tout à l'heure, elles sont quelque part comme, entre guillemets, en panne. Alors, deuxième partie, c'est ces marqueurs, vous voyez, ces signes, à quoi cela correspond-il au niveau du cerveau? On sait maintenant que le développement du cerveau, il se fait là aussi à très très grande vitesse, avant la naissance, autour de la naissance, après la naissance, dans les 4 premières années de la vie. Et on sait aussi maintenant qu'il existe à l'intérieur du cerveau ce qu'on appelle un réseau nerveux de la socialisation, ce qu'on appelle entre guillemets le cerveau social. Alors, qu'est-ce que c'est que le cerveau social? Le cerveau social, on ne le sait pas encore. On en connaît un certain nombre de carrefours que je vais vous montrer. Et puis, on en connaît aussi quelques substances chimiques qui sont très intéressantes. Alors, les carrefours, un des premiers carrefours, vous savez, c'est le fameux sillon temporal supérieur. Vous voyez, là, sur ces diapos sont figurés des cerveaux qui sont vus de profil, et il y a des taches vertes qui marquent que quand un enfant regarde un film où il y a une personne, eh bien là aussi, il va regarder, vous voyez, c'est les petits points bleus, un enfant ordinaire, il va regarder là où ça se passe, c'est-à-dire toujours dans la zone du visage, qui est très riche en informations sociales, et qui est la zone des yeux. Eh bien, pendant qu'il regarde cette zone des yeux, le visage dans son ensemble, eh bien, il va activer cette zone qui est très importante, qui s'appelle le sillon temporal supérieur, STS. Et ça, c'est un travail qui a été publié en 2012 par l'équipe de Monica Zubovicius, que vous connaissez certainement. Eh bien, chez l'enfant avec autisme, du même âge, du même sexe, etc., c'est les taches rouges sur le visage à droite. Eh bien, les taches rouges, elles marquent que l'enfant avec autisme, il ne regarde pas la même partie du visage, il reste plutôt en bas du visage. Et du coup, l'activation de son sillon temporal supérieur est moins bonne, elle est moins forte. Et quand on regarde l'épaisseur, la matière grise dans cette zone du cerveau, c'est-à-dire, vous voyez, tout ce qu'on appellera les cellules qui sont très très importantes pour le fonctionnement de cette zone, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une moindre épaisseur de la substance grise dans cette zone très particulière, dans ce carrefour du cerveau social. Alors, à Tours, on a pu aussi mettre en image quelque part, là aussi un carrefour très très important de ce cerveau social. C'est ce qu'on appellera le cerveau visuel social et déjà visuomoteur.
Donc on enregistre avec un électroencéphalogramme, vous voyez une petite fille avec son bonnet de bain, il y a des capteurs, et puis on regarde là aussi dans le cerveau quelles sont les zones qui s'activent, et donc ces zones s'activent là où se trouve la tache rouge sur le cerveau à gauche qui est vue du dessus. Et cette tache rouge chez l'enfant normal, elle correspond là aussi à un balayage du cerveau visuel social, lorsque il rencontre le regard de son interlocuteur. Et vous voyez que sur la partie droite de la diapo, eh bien, sur le cerveau de l'enfant avec autisme, cette tache rouge est beaucoup moins visible, elle est même, pour ainsi dire, pas visible, et on voit bien que cette orientation visuelle sociale de l'enfant avec autisme, qui est marquée par un non-balayage de la zone visuelle de l'autre, eh bien, elle correspond à une très faible activation ou même une non-activation de cette zone du cerveau, de ce carrefour. Alors, les substances chimiques, eh bien, c'est l'ocytocine qui en est un petit peu la plus célèbre pour le moment. On sait qu'il existe dans le cerveau cette substance qui est probablement ce qu'on appelle l'hormone de la sociabilité. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés, et donc quand deux personnes sont bien en contact, sont bien synchronisées, eh bien ces deux personnes, elles ont vraiment une sorte de bain cérébral d'ocytocine qui n'existerait pas chez les personnes avec autisme et chez les petits bébés avec autisme en particulier. Et puis, il y a une autre substance qui est le chlore, qui est réparti normalement chez des cellules, dans des cellules cérébrales qui ont poussé bien comme il faut, dans ces réseaux du cerveau social. Eh bien, le chlore serait dans les cellules des petits bébés et des personnes avec autisme réparties différemment, de sorte que certaines substances, certaines là aussi des médiateurs chimiques auraient des effets inverses sur les cellules du cortex cérébral en particulier. Et ceci pourrait être expliqué que ces personnes aient du mal à traiter l'information sociale, à orienter vraiment leurs gestes, leur voix et leur regard vers l'autre de manière aussi bien synchronisée dans le temps. Alors pour finir et pour conclure, je vais en venir aux interventions parce que détecter, diagnostiquer, ça n'a d'intérêt que si on fait quelque chose. Et ce qui est très porteur d'espoir, c'est vraiment que si on intervient tôt, eh bien vous voyez, on va se situer dans une période entre la naissance et 5 ans, ce qu'on appelle une fenêtre temporelle critique. Et l'exercice du cerveau social, eh bien, il peut se faire au cours de séances de jeu qui activent de manière très positive, dans un climat de réussite, des fonctions qui sont essentielles à la communication sociale. Alors, l'exercice de ces fonctions, vous voyez, c'est quelque part inscrire l'enfant dans une boucle que vous voyez et qui va fonctionner là aussi avec l'adulte, un adulte très positif qui propose un jeu d'échange moteur, vocal et visuel dans des conditions très positives et particulièrement, on va dire, très très disponibles vis-à-vis de cet enfant qui est en grande difficulté pour capter. Alors, il y a des études, là aussi la recherche, je ne vais pas entrer dans ces détails, il faut savoir que ces recherches sont longues, sont difficiles, elles nécessitent qu'on combine les évaluations cliniques et les évaluations qu'on appellera cérébrales, neurophysiologiques. Et voilà les résultats encourageants.
les résultats encourageants sont que au bout de 2 ans, vous voyez, de la carte jaune à la carte violette, on a gagné au plan clinique, c'est-à-dire que les enfants qui ont entre 3 et 5 ans dans cette étude, eh bien, ils ont développé des capacités d'interaction et puis ils ont là aussi, vous voyez, gagné dans ce qu'on appellera les fonctions comportementales et cérébrales, on va le voir, puisque leur regard va de mieux en mieux s'orienter vers la cible sociale et le cerveau du petit autiste qui au départ n'avait pas ce centre, ce noyau, on va dire, d'activité visuelle sociale, et bien vous voyez en bas à droite que ce carrefour visuel social, il s'active. Il n'est pas aussi actif que chez un enfant ordinaire du même âge, mais il a rattrapé un petit peu le même niveau, il se rapproche du même niveau d'activité qu'un enfant ordinaire du même âge. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je sais que Manuel Bouvard, le professeur Manuel Bouvard, est avec vous et que si vous avez des questions, il est prêt, bien entendu, à y répondre et je suis sûre qu'il le fera aussi bien, sinon mieux que moi. Merci beaucoup.